Pourquoi les Japonais étaient-ils si brutaux pendant la Seconde Guerre mondiale? Le Japon est connu comme le pays de l'anime, du sushi et du sumo. Aujourd'hui, lorsque les étrangers pensent au Japon, les premières pensées qui viennent probablement à l'esprit sont Godzilla, une politesse impeccable et une innovation technologique. Cependant, au siècle dernier, le pays du soleil levant a acquis une réputation bien différente et beaucoup plus sombre. Qu'est-ce qui a causé cette réputation infâme de cruauté? Bushido. L'explication a ses racines, qui remontent à des siècles. Le Japon était un patchwork d'états féodaux, qui étaient dans un état de guerre quasi constant, atteignant son apogée pendant la période Sengoku Jidai, qui a commencé au milieu du XVe siècle, se terminant en 1603, avec l'établissement du shogunat Tokugawa. Avec les combats sans fin, une énorme importance culturelle a été accordée à la classe des guerriers, les samouraïs. Pendant la stabilité du shogunat Tokugawa, cette attitude culturelle a été formalisée en un code moral de guerrier, appelé Bushido, qui signifie la voie du guerrier. Le Bushido a changé dans ses principes au fil des siècles, mais certains des principaux principes, tels que le sacrifice de soi, la bravoure insouciante face à l'ennemi, et la loyauté inquestionnable envers son daimyo, ou seigneur, n'ont jamais changé. L'ère des samouraïs s'est terminée après la restauration de Meiji, en 1868. Les classes sociales autrefois strictes des époques précédentes ont été éliminées, et le Japon a connu une industrialisation rapide après des siècles d'isolement. Le Bushido a été réadopté pour l'ère moderne, l'empereur Hirohito et ses officiers non militaires, se substituant au shogun et au daimyo, ses enseignements dominant les actions avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a commencé à se moderniser rapidement, en utilisant les innovations industrielles, technologiques et militaires occidentales, et le code Bushido a été adapté pour s'intégrer dans le paysage moderne. Dans les années précédant le déclenchement de la guerre, le système scolaire japonais avait pleinement adopté le militarisme régimenté du Bushido. Les étudiants étaient endoctrinés dans un système de discipline implacable qui mettait l'obéissance à l'autorité au rang de la plus haute des vertus. Cela serait appliqué par des méthodes cruelles, comme être battus par leurs professeurs, frappés avec des cannes ou des épées en bois, être forcés de courir des tours jusqu'à l'épuisement ou de tenir des objets lourds à bout de bras, et tout ce que leurs instructeurs pourraient imaginer. Ce type d'endoctrinement a conduit à une génération qui avait une loyauté inébranlable envers leur empereur et leurs supérieurs, et ils obéiraient sans poser de questions. Ni retraite, ni reddition. Peut-être l'aspect le plus infâme de la culture japonaise pendant cette période était la volonté de se battre jusqu'à la mère feinte. Selon leur vision de la guerre, se rendre était une honte insupportable, une marque de honte pour tout homme combattant. Alors que d'autres armées verraient l'inutilité de se battre et abandonneraient, l'armée japonaise continuerait à se battre, indépendamment des pertes. Pour comparaison, pour chaque soldat allié fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 seraient tués sur le champ de bataille, tandis que l'armée japonaise subirait 120 morts pour chaque soldat fait prisonnier. Souvent, ils auraient recours à des charges banzai, se jetant sur l'ennemi plutôt que de se rendre. Cela a été nommé d'après leur cri de guerre, Tenno Heika Banzai, traduit approximativement par Vive l'empereur. L'une des charges banzai les plus célèbres a eu lieu le 6 juillet 1944 à Seppan. Après 3 semaines de bataille, les Américains avaient capturé une grande partie de l'île, et ils resserraient l'étau sur les défenseurs japonais restants. Plutôt que de se rendre, le lieutenant-général Yoshitsugu, l'officier commandant, a commis le seppuku, ou suicide rituel. Face à son échec, une autre tradition samouraï. Les hommes et officiers restants, ainsi que de nombreux civils, se sont alors jetés d'un abandon insouciant sur les lignes américaines, espérant tuer le plus de soldats avant d'être tués dans les combats acharnés qui ont suivi, dont une grande partie était au corps à corps désespérés. Pendant les 12 heures suivantes, ils ont fait des ravages sur l'île, débordant plusieurs positions américaines avant la fin amère. On estime qu'environ 4300 soldats japonais sont morts de cette manière plutôt que de se rendre, la plus grande attaque banzai de la guerre. Ils n'étaient pas seuls dans leur défiance fanatique. Des centaines de civils se sont jetés du haut des falaises plutôt que de se laisser capturer par les Américains horrifiés.
Bien que ce fût la plus grande attaque de Banzai de la guerre, elle serait répétée encore et encore lors de la campagne d'île en île, tous les survivants commettant le seppuku, préférant la mort à la capture. De nombreux soldats japonais feindraient également de se rendre, puis lâcheraient une grenade ou sortiraient un pistolet sur les soldats américains qui avaient baissé leur garde. Après plusieurs de ces incidents, les Américains, pour la plupart, ont cessé de croire aux tentatives de reddition, tirant simplement sur le soldat censé se rendre plutôt que de prendre le risque. L'exemple le plus extrême de cette attitude de ne jamais se rendre était le kamikaze, traduit par vent divin. Il s'agissait de pilotes qui s'écrasaient délibérément, avec leurs avions sur les navires ennemis, dans une tentative désespérée de dernière minute, pour arrêter leur avancée inexorable sur la patrie japonaise. Ces pilotes étaient envoyés en mission sans retour pour infliger autant de dégâts que possible à la force navale ennemie. Les attaques kamikazes ont atteint leur apogée en 1945 lors de la bataille d'Okinawa, la dernière étape avant le Japon lui-même. Des nuées de ces pilotes fanatiques ont frappé la flotte américaine, tuant plus de 5000 personnes, la plus grande perte de vie que la marine des États-Unis a subie dans une seule bataille. Même avec leur empire du Pacifique en ruine, la nation japonaise ne céderait pas, allant même jusqu'à distribuer des lances en bambou aux écoliers. Lors de la planification de l'invasion, l'armée américaine s'attendait à devoir combattre la majorité de la population. En prévision de l'opération Downfall, les estimations des pertes potentielles des Alliés ont atteint jusqu'à 1 million et un demi-million de Purple Heart ont été produits, un nombre si élevé que ces médailles originales sont encore distribuées aujourd'hui. Ne te fais pas prendre en otage. Comme le concept même de la reddition était inconcevable dans l'esprit militaire japonais, il n'avait que du mépris pour les combattants ennemis qui déposaient leurs armes. Ces hommes avaient abandonné leur honneur, et dans une société liée par l'honneur, cela faisait des prisonniers de guerre les plus méprisés de tous. Cela était aggravé par l'attitude du Japon envers la Convention de Genève, qui régit le traitement des prisonniers de guerre. Le Japon a signé la Convention, mais n'a pas réussi à la ratifier. En conséquence, ils n'ont pas respecté ses principes, certains officiers l'appelant dédaigneusement le Code des lâches. Ainsi, lorsque les troupes alliées se sont rendues, comme lorsque 80 000 soldats britanniques, indiens, malaisiens et australiens ont capitulé en 1942 lors de la chute de Singapour, ils ont été pris de court. Comment un homme de combat qui se respecte pourrait-il se rendre si facilement ? Comme ils n'avaient pas d'honneur, les prisonniers étaient traités comme des animaux, sans grand souci pour leur bien-être. Forcés à effectuer des travaux forcés, ils étaient délibérément affamés, battus et exécutés pour la moindre infraction. Ils pouvaient être utilisés pour l'entraînement à la baïonnette ou décapités avec les épées d'un officier sur un coup de tête. Ce traitement a entraîné un taux de mortalité extrêmement élevé parmi les prisonniers de guerre. Pour comparaison, le taux de mortalité d'un soldat allié dans un camp de prisonniers allemands était d'environ 1,2%. Ceux qui ont eu le malheur d'être capturés par les Japonais ont subi un taux de mortalité aussi élevé que 37%. Le traitement des civils. Ce mépris flagrant pour la vie humaine englobait également les civils. En plus de leur forme de Bushido, les Japonais avaient également des vues profondément xénophobes envers les étrangers, en particulier les Chinois. Dès 1931, le Japon a commencé à empiéter sur le territoire chinois, ce qui a déclenché la seconde guerre sino-japonaise en 1937. En décembre de cette année-là, l'armée japonaise a capturé la ville de Nanking. Au cours des 2 mois suivants, la population a été systématiquement soumise à l'un des pillages les plus brutaux de l'histoire. Les estimations varient, mais entre 100 000 et 300 000 civils chinois ont été tués, avec d'innombrables incidents de torture, d'agression et de meurtres commis. À un moment donné, une paire d'officiers japonais se sont affrontés pour voir qui pouvait décapiter 100 Chinois le plus rapidement, bien qu'ils aient dépassé ce nombre en assassinant respectivement 106 et 105. De loin, l'aspect le plus horrifiant de ce mépris pour la vie humaine était l'unité 731, une abréviation de détachement Mandchou 731, une équipe de recherche sur la guerre chimique et biologique. Cette unité de l'armée impériale japonaise a effectué des expériences sur des prisonniers captifs, principalement des sujets chinois et coréens. Les prisonniers seraient infectés par diverses maladies pour documenter la progression de la maladie. Des membres seraient coupés, et des organes seraient retirés pendant que la victime était encore en vie pour déterminer la progression de la maladie dans le tissu vivant.
Des armes seraient également testées sur des sujets vivants, y compris des armes à feu, des couteaux, des baïonnettes, des explosifs comme des grenades, des lance-flammes, et toute autre chose dans l'arsenal japonais serait utilisée sur les captifs. L'efficacité était notée pour l'étude. Ce ne sont là que quelques-unes des horreurs que l'unité 731 a infligées aux sans-défense. Après la guerre, le gouvernement et le peuple japonais se sont autant que possible éloignés du fanatisme du milieu du XXe siècle. Avec le pacifisme inscrit dans leur constitution, la culture japonaise a évolué, se concentrant désormais beaucoup plus sur l'avancement technologique et la connexion avec le monde extérieur, un changement de 180 degrés par rapport à leur passé.